Bonjour. On y est. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suite à cette première session qui était d'une très grande qualité, je voudrais remercier encore une fois les intervenants qui sont parmi nous. Nous avons une autre session de très haut niveau également, qui fait partie de cette contribution que le Maroc veut faire aux conversations mondiales qui se font actuellement sur le développement de la planète et le développement des territoires et comment les connecter. Cette prochaine session, dédiée à l'architecture financière internationale et à ses liens avec les territoires et avec les besoins, sera présentée et modérée par Billy Cobbett, qui est un Ubuntu Advisor, un conseiller Ubuntu de CGLU. CGLU a un groupe de conseillers de haut niveau qui accompagne ces travaux. Monsieur Billy Cobbett fait partie de ces experts. Il est ancien directeur exécutif de Cities Alliance et il est bien mis dans ces conversations sur les finances. Billy, please, the floor is yours. Merci. Good afternoon, everyone. We are running a little bit late, so we'll do our best to catch up. You're very welcome to this session on the financial architecture to grow green by solving challenges, engaging with the extremely challenging, complex, and important topic of finance. So in order to begin, I would like to invite our panelists to join me on the stage here, and I'd like to invite Khalid Safir, the chairman of the Caisse de dépôt en gestion, to join me on the stage for his opening address. Thank you, sir. Hello, how are you? Enchanté. Address will be in French. I'm not surprised. Okay. But have a seat first, and I'll Okay, call you okay. up. Okay. Following that, I would like to invite the speakers, Yunus Sakuri from the Ministry of Economic Inclusion and Small Business. Minister, my apologies. Also from the ministry, but just so happens to be the minister. Becky Stofile from South Africa, from the South African Local Government Association. Welcome, sir. Who? Okay. Mbaka Bouaida, the president of the Moroccan Association of Regions. Apologies for my pronunciation. It happens to my name all the time. Hassan Ramani, who is the Secretary General of the Municipal Equipment Fund. Thank you. Rashid El Abdi, President of the Rabat Saleh Kenitra region. Welcome back. Kru Abru, who is the President of the Dra Tafilalet Regional Council. Welcome, sir. Voila. Mustafa Ludini, Division Head of the Directorate General of Local Authorities, DGCT. I think that is our full panel with the exception of Mr. Stofile, who will join us shortly. Thank you. Welcome. Ladies and gentlemen, we go... In terms of introducing this topic, it's at the center of which is the Grow Green element of international finance. The background, which the concept paper spells out very well, is the transformation of international finance institutions and multilateral development banks, what is politely called geopolitical tension, which also extends to conflict and war that we have seen in the last few months,
and of course economic transformation, fragmentation, to which I would add the following contextual points that have really affected the last few years of finance. First is an extremely significant decline in overseas development assistance, which doesn't seem to show any sign of turning around in the near future. Secondly, and it relates to the previous panel, the diversion of private capital towards artificial intelligence and its supporting infrastructure, data centers, water, energy, etc. And then, as elaborated by the World Inequality Report earlier this month, extraordinary levels of inequality in the world, with the richest 10% owning 75% of the world's wealth. So against that background, the challenge of finance becomes even more challenging and, I would argue, important. Let me ask the Minister to lead us off with this topic. Would you like to come up here? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Ashraf al-Mursalin. Je suis très heureux de faire partie de ce panel. Ce n'est ni mon domaine de prédilection, ni ma mission officielle. Mais c'est un sujet qui nous interpelle tous. Et j'ai accepté de faire partie de ce panel pour la simple raison d'apporter un regard qui challenge la thématique, parce qu'elle est au cœur d'un renouvellement de questions au jour que nous vivons aujourd'hui. Le point de départ, comment convaincre des collectivités territoriales en mal d'équilibre financier et avec des difficultés naturellement qui ne sont pas uniformes, mais qui se retrouvent par-ci et par-là, de pouvoir à la fois parer aux insuffisances de la mise à niveau urbaine, aux questions des services publics locaux et des espaces publics locaux, ou des équipements publics locaux qui ont besoin de schémas financiers innovants pour pouvoir gérer des sujets de plus en plus complexes, ou même avec l'intervention de l'État central, le sujet reste posé. Je pose par exemple des questions de mobilité et d'autres. Historiquement, nous avons des villes, notamment, qui ont évolué au fil de l'histoire, qui se retrouvent avec des sédimentations de problèmes et de questions, et qui, sans peut-être toujours le savoir, peuvent être à l'origine de problèmes politiques encore plus importants ou de problèmes de stabilité encore plus importants quand ces sujets-là de proximité ne sont pas gérés convenablement. Et donc, dans ce contexte-là, qui donne une certaine culture, qui donne une certaine trame humaine qui gère ces collectivités territoriales, des élus qui ont des priorités, qui ont des contraintes, qui ne voient pas toujours le bout du tunnel par rapport à un certain nombre de grandes questions qui nécessitent des partenariats difficiles à réussir, comment effectivement poser la question de la nouvelle génération des services publics et surtout le financement de la transition verte, comment est-ce que cette transition verte parlerait au territoire? Et je pense que on doit d'abord rappeler quelques éléments de paradigme qui peuvent soit nous faciliter la voie, soit nous la compliquer. La première, ou le premier élément, c'est un problème de référentiel. Quand vous devez faire un tramway, par exemple, qu'il soit vert ou pas, d'ailleurs, dans beaucoup de cas, il faut procéder à des expropriations. N'importe quel projet. Une expropriation est un acte douloureux pour un élu, pour un président de ville. C'est un acte, même s'il est compensé financièrement, même s'il est régi par des lois qui sont connues et reconnues, ne se fait pas de la même façon dans la tête d'un président de collectivité territoriale que dans la tête de celui qui va gérer de façon opérationnelle le projet, c'est-à-dire la société de développement local ou l'agence
territoriale, entre guillemets, qui s'occupe du sujet. Donc, quand vous expropriez pour un représentant du peuple ou de la population, c'est un sujet tribal, c'est un sujet humain, c'est un sujet électoral, il faut le dire, et c'est un sujet qui casse tout de suite un lien politique qui a été établi très difficilement. Mais pour celui qui doit gérer la densité de la population, doit optimiser la ligne du tram qui doit passer, celui qui doit voir dans quelle mesure les branchements, les distributions, le transport multimodal, comment est-ce que les modes vont se compléter, naturellement, il y a des lois de la nature qui vont s'imposer parce qu'il faut optimiser, il faut que la ligne soit rentable ou au moins qu'elle rentre dans ses frais, etc., etc. Et donc, cet exemple, on peut le multiplier par 10, voire par 100, si ce n'est pas plus, quand on pose les problématiques qui sont posées successivement à des instances de décision dont les référentiels ne convergent pas forcément. Un référentiel éminemment politique, basé sur une approche servicielle, la relation entre les élus et la constituency, et d'autre part, un référentiel plus rationnel qui obéit à des logiques de management, de productivité, de performance. Donc, aborder des sujets comme ça, imaginer des partenariats sans prendre en compte ces dimensions-là, me semble tout simplement passer à côté de la plaque. Ça peut donner des réflexes ou des manifestations de rupture politique qui sont très graves pour un pays, pour sa stabilité. Deuxième chose, est-ce que le territoire en question dispose d'une vision alignée à la thématique? Alors, le problème de la transition verte en général et des financements qui s'en suivent, c'est que nous avons assez souvent besoin du proof of concept. Parce que déjà, les élus se battent chaque jour pour offrir des services de base de qualité, un accès à un certain nombre de services. Ils se battent pour pouvoir, avec des ressources qui ne sont pas toujours optimisées, voir comment gérer financièrement leur collectivité. Et donc, dans ce tumulte-là, dans ce bruit ambiant des priorités avec les majorités et avec la constitution des conseils et avec la difficulté pour tenir chaque session, parce que c'est là où ça se renchérit, il va falloir aussi trouver de la place pour élaborer, et diffuser, et disséminer un projet comme ceux que nous voulons discuter aujourd'hui. Et je ne pense pas que l'on dispose jusqu'à ce jour-là d'une infrastructure institutionnelle suffisamment mature pour pouvoir accepter, héberger ce genre de réflexion. Donc la question qui se pose sur le plan institutionnel, que faut-il faire? Quand on a voulu penser à la question genre à un certain moment, nous avons créé la commission qui s'en charge. Bon, il faut faire le bilan de ce que ça fait. Pour un sujet comme la transition verte, il va falloir institutionnaliser quelque chose, donc interpeller la charte communale, la loi sur les régions, etc., pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut rendre un processus assez ancré dans la décision. Deuxième chose, il faut que le processus de décision soit transparent, soit lisible. Pas transparent, mais plutôt lisible. Car même si on suppose que les instruments de financement existent, que les lois permettent d'accéder à ces instruments de financement, quand bien même on supposerait que les projets sont là, bien façonnés et qu'ils existent, il va falloir que l'investissement trouve un terroir, un territoire où on peut garantir quand même que le retour sur investissement soit là, que ce qui a été dépensé puisse être récupéré. Cela a toujours été un vrai sujet en relation avec ce qu'on appelle les ressources propres des collectivités territoriales versus les ressources transférées. Alors, les ressources propres, c'est l'ensemble des taxes et impôts que doit collecter ou qui doivent être collectés au niveau d'un territoire.
Et c'est un sujet doublement difficile. Nous avons imaginé à un certain moment disposer d'une administration fiscale locale proprement établie pour pouvoir faire ce job. Nous le voyons au niveau des régions aujourd'hui. Nous avons 2 présidents de région qui peuvent aussi témoigner de l'effort à faire et du poids des transferts, qu'ils soient entre taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui est du modèle marocain ou l'impôt sur les sociétés pour ce qui est des régions, et puis la TVA c'est plutôt pour les communes, pour voir qu'il y a quand même, la marge de manœuvre n'est pas toujours large. Alors quand vous décidez d'aller vers le marché, et avec des banques comme le Fonds d'équipement communal qu'on écoutera aussi éventuellement, avec ses coûts, avec ses habitudes et avec ses priorités, eh ben, il faut évaluer votre potentiel fiscal. Alors, quand vous évaluez votre potentiel fiscal, ce ne sont pas toujours les arrêtés qui vont vous donner, fiscaux, qui vont vous donner une petite marge qui vont vous permettre d'aller sur le prochain palier. Donc, que faut-il faire et comment intégrer les logiques du financement ou la structure financière internationale aux canaux dont on dispose à l'échelle locale ou à l'échelle nationale ou à l'échelle domestique. Et c'est un vrai sujet. L'exemple que j'avais fait dans une autre vie était d'évaluer le potentiel fiscal de 2 grandes villes marocaines et voir est-ce que l'excédent théorique qui pourrait être dégagé si l'administration fiscale existait, si le recouvrement se faisait, si l'adressage était bon, si on séparait le politique du financier pour pouvoir s'assurer que le recouvrement se fasse, quelles que soient les conditions, puisse se faire. Donc, tout cela pour vous dire que nous avons un modèle à asseoir institutionnel qui doit coller, je dirais, à ce qui arrive, à un moment où ce qui arrive ne se défend pas toujours très bien sur le court terme. Pour avoir une constituency qui vous suit, il va falloir dire qu'en 4 ans, voilà ce qui va se passer. Est-ce qu'on est capable de le dire aujourd'hui ? Donc, concrètement, pour avoir des gens qui sont capables, dans des villes dans le monde que j'avais visitées dans le cadre de voyages, d'études, il y avait la possibilité d'organiser des mini-référendums dans une ville pour pouvoir dire à la population que nous allons faire un grand projet, mais ce projet nécessite de l'argent que nous n'avons pas, et bien, il va y avoir une politique fiscale locale très avancée. Pendant cette période-là, les gens devront payer un peu plus. Après, il faut valoriser ou revaloriser ce qui a été fait. C'est-à-dire les gens qui vont bénéficier de la nouvelle rue, du nouveau boulevard, vont naturellement pouvoir vendre plus cher et donc il faut que le fruit de ce travail-là soit partagé. Donc pour finir, l'évolution de cette problématique-là ne doit pas occulter une question importante qui est celle des compétences et des ressources. Quand nous avons fait la batterie électrique, quand nous attirons des investissements importants, si vous voulez aller sur un positionnement, comme le veut la stratégie ou le concept stratégique du positionnement d'une transition verte à financer, il va falloir qu'il y ait monsieur ou madame transition verte dans la collectivité en question. Ça a toujours fonctionné comme ça. Les nouvelles thématiques nécessitent des first movers. Et ces first movers doivent être des gens qui ont une culture, qui ont un savoir, qui ont des connaissances sur le sujet, qui sont capables de joindre le politique à l'économique et à la réalité du terrain. Est-ce qu'on forme ces gens-là? Où sont-ils? Est-ce qu'on les trouve par hasard sur le marché? Comment on les rémunère pour qu'ils puissent aussi porter une vision à laquelle nous voulons croire, mais qui nécessite d'épreuves et la difficulté et j'imagine l'avenir comme étant une demi-droite entre le zéro et le plus l'infini pour ceux qui vivront après nous. Et le plus difficile dans ce genre de projet, c'est le 0-1. Ceux qui font tout pour la première fois, qui assoient une nouvelle culture, qui ramènent les premiers investissements, qui assoient la culture de la transition verte, qui font les premiers mécanismes, les premiers schémas. La CDG peut nous donner un exemple comme étant un champion dans le domaine. Donc voilà, mesdames et messieurs, je voulais juste attirer l'attention sur la nécessité à ce que les territoires
puisse être regardée comme étant une réalité humaine, politique, sociologique, également économique, et que la communication entre ces différentes dimensions dans un cadre institutionnel, des fois volontariste, des fois un peu moins, est nécessaire pour pouvoir envisager quelque chose qui puisse se réaliser à grande échelle et aller vers le prochain palier où nos pays peuvent jouer un rôle mondial de premier ordre. Merci pour votre intérêt. My thanks to the Minister for spelling out so clearly the institutional and other difficulties of the transition to the green. Can I, before I move on to the next speaker, invite the President of the National Environment Congress in Spain, Antonio Licio Gil, to join us on the platform. Thank you, Mr. Gil. Is Mr. Stofile in the room yet? Pas encore. You going to speak where you're seated? Will you come up here? Let me introduce Khalid Safir, is the chairman of the Caisse de dépôt en Gestion. Thank you. 10 minutes. Okay, thanks. I will be very short. Don't worry. Très bien. Donc, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les présidents des collectivités locales et territoriales, membres de CGLU Monde, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette session consacrée à un sujet qui se trouve aujourd'hui au cœur des grands débats internationaux, à savoir quelle architecture financière pour la transition verte. Le choix même de cette thématique est révélateur. Pendant longtemps, les discussions sur l'architecture financière internationale se sont concentrées sur les États, les marchés financiers et les grandes institutions multilatérales. Or, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui se manifestent d'abord dans les territoires. C'est dans les villes que se mesurent les effets du changement climatique. C'est dans les régions que se créent les emplois. C'est dans les territoires que se matérialisent les besoins en infrastructures, en mobilité, en eau, en énergie, en logement ou encore en services publics. Autrement dit, les grands enjeux globaux sont devenus des réalités territoriales. Et c'est précisément pour cette raison qu'une nouvelle question émerge. Comment faire évoluer l'architecture financière internationale pour qu'elle réponde davantage aux besoins des territoires de façon durable? Cette question est au cœur de l'agenda mondial de développement, car si les territoires sont devenus le lieu où se concentrent les défis, ils doivent également devenir le lieu où se concentrent les solutions. Aujourd'hui, nous faisons face à une équation complexe. D'un côté, les besoins d'investissement liés à la transition climatique, comme ça a été dit par M. le ministre, à l'adaptation, à la résilience des villes et à la croissance inclusive, au financement des services publics, ces besoins atteignent aujourd'hui des niveaux historiques. Et de l'autre, des ressources publiques qui sont sous pression partout dans le monde, qu'elles soient fiscales, locales ou transférées. Toutes les collectivités aujourd'hui vivent ces difficultés. C'est dans ce contexte qu'il devient indispensable de repenser la manière dont les flux financiers nationaux et internationaux sont structurés, orientés et déployés. La question n'est plus seulement de mobiliser davantage de capitaux, mais la question est de savoir comment acheminer ces capitaux vers les projets qui créent le plus de valeur économique, de valeur sociale, de valeur environnementale dans les territoires. Cette réflexion intervient à un moment particulier. Nous observons une transformation profonde du paysage financier international. La montée de nouveaux acteurs financiers, le renforcement des banques régionales de développement, l'émergence de nouveaux fonds souverains, le développement rapide de la finance climatique, la progression de la coopération sud-sud et enfin la réforme en cours des grandes banques multilatérales de développement. Ces évolutions ouvrent une opportunité historique, l'opportunité de construire une nouvelle architecture financière plus proche des réalités locales, une nouvelle architecture financière capable de financer les transitions plutôt que de simplement financer les actifs, de prendre davantage de risques pour accélérer les transformations et de mobiliser le capital privé au service de l'intérêt général. Mais pour réussir cette transformation, nous devons partir d'une conviction simple. La transition verte ne se décrète pas depuis les sièges des institutions internationales. Elle se construit territoire par territoire, projet par projet, partenariat par partenariat.
C'est pourquoi les collectivités territoriales, les agences de développement, les banques publiques de développement et les investisseurs institutionnels doivent désormais être considérés comme des acteurs centraux de cette nouvelle architecture financière mondiale. C'est à ce niveau que je vais citer l'expérience marocaine, qui est particulièrement intéressante à cet égard, car sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume du Maroc a engagé depuis plusieurs années une transformation profonde fondée d'un côté sur la régionalisation avancée, le développement territorial, et de l'autre côté la durabilité. Cette vision repose sur une idée forte. Le développement durable ne peut être pensé indépendamment des territoires. Elle s'est traduite par des investissements majeurs dans les infrastructures, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, les zones industrielles, les ports, les réseaux de mobilité et autres services publics. Elle a également permis au Maroc de construire progressivement un écosystème institutionnel capable d'accompagner cette transformation. Le Royaume bénéficie aujourd'hui d'une grande crédibilité auprès des investisseurs internationaux. Les émissions souveraines de notre pays sur les marchés internationaux sont régulièrement largement bien sursouscrites. Les grandes banques multilatérales de développement continuent d'accompagner les projets structurants du Royaume et les investisseurs institutionnels internationaux maintiennent leur confiance dans les fondamentaux économiques de notre pays. Cette confiance constitue un atout considérable, mais elle crée également une responsabilité. La responsabilité de démontrer qu'il est possible de transformer cette confiance financière en un impact territorial durable. C'est précisément là que résident les défis des prochaines années. Comment faire en sorte que les mécanismes financiers internationaux permettent aux territoires d'accéder plus facilement aux ressources nécessaires à leur transformation? Comment mieux articuler financement international et priorités territoriales? Comment accélérer le recours aux mécanismes de blended finance ou, en français, financement mixte public-privé? Comment partager davantage les risques entre acteurs publics, investisseurs institutionnels et banques de développement? Comment financer non seulement des infrastructures vertes, mais également des écosystèmes territoriaux durables? Et surtout, comment faire émerger des modèles reproductibles à l'échelle mondiale, notamment dans les pays du Sud? La réponse à ces questions nécessitera une coopération renforcée, une coopération entre États et territoires, et entre territoires, entre acteurs publics et investisseurs privés, entre banques multilatérales et institutions financières nationales. La coopération ne doit plus être perçue comme un mécanisme d'assistance. Elle doit devenir un mécanisme de co-construction, un mécanisme permettant de partager les risques, partager les expertises et partager les capacités d'investissement. C'est dans cet esprit que la Caisse de dépôt et de gestion agit, en rejoignant des initiatives internationales telles que le FIX, Finance in Common Summit, initiative qui regroupe des banques de développement multilatérales, nationales et régionales, ainsi que des caisses de dépôt d'épargne, ou la NAFAD, la nouvelle architecture financière africaine de développement, pilotée par la Banque africaine de développement, ou enfin le Forum des caisses de dépôt, regroupant une quinzaine de caisses, majoritairement africaines et européennes. En tant qu'investisseur institutionnel de long terme, le rôle de la Caisse de dépôt et de gestion est de construire des passerelles entre l'épargne longue, les besoins de financement des territoires et les grandes priorités de développement durable. Nous croyons que les territoires peuvent devenir les véritables laboratoires de la finance durable de demain. Nous croyons également que les solutions qui émergent ou qui émergeront des territoires auront vocation à influencer progressivement les règles et les mécanismes de l'architecture financière internationale. En d'autres termes, il ne s'agit plus seulement de savoir comment l'architecture financière mondiale peut aider les territoires, il s'agit aussi de savoir comment ces territoires peuvent contribuer à transformer l'architecture financière mondiale. C'est tout l'enjeu de notre discussion d'aujourd'hui, et je suis convaincu que la diversité des expériences représentées dans cette salle nous permettra d'identifier des pistes concrètes pour accélérer cette transformation. Je vous remercie et vous souhaite d'excellents débats et échanges. Thank you, Mr. Safir. Thank you very much for your emphasis in a complex topic on co-creation between the national and the
territorial government, because as we examine this topic of international finance and the restructuring it, the unanswered question always at the middle is of subnational finance and how this operates. And so I'm very keen that our next speaker, in the absence of Mr. Stofile, Mbaka Bouaida, President of the Moroccan Association of Regions, the question I've got in front of me is how can finance mechanisms be designed to provide populations and territories with rapid and easy to manage access to funding? If you answer that question, I think we can all go home, but let's see how you, it's your choice. You can stay seated there and be comfortable. As you wish. Yep. Go ahead. Je vais faire de mon mieux pour répondre à cette question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je pense que nous sommes trois régions représentées dans ce panel. Et je pense que les trois présidents, nous allons peut-être pouvoir donner quelques exemples concrets de ce qu'on pourrait faire, suite aussi aux deux mots inauguraux de Cheikh Khalid Safir et de Monsieur le ministre Siskori. Alors tout d'abord, moi je voudrais commencer peut-être par des questions qui nous parlent à toutes et à tous ici présents, parce que nous les pratiquons au quotidien. Chacun de nous, on est entre présidente et président des collectivités territoriales, chacun de nous reçoit des concitoyens au quotidien, et aussi chacun de nous écrit des lettres officielles au quotidien qui concernent des sujets sur comment accéder à l'eau, comment faire en sorte de garantir un accès généralisé à l'eau pour l'ensemble de nos concitoyens, comment lutter contre la sécheresse au quotidien, comment développer une agriculture résiliente dans un contexte de sécheresse, comment lutter contre les inondations ou comment préserver nos collectivités des inondations, comment lutter contre la hausse des températures au quotidien et comment lutter contre les incendies. Je pense que ça fait partie des quotidiens des gens ici présents, ça fait partie des projets sur lesquels nous travaillons, ça fait partie des programmes sur lesquels nous travaillons au niveau régional, au niveau territorial, mais aussi au niveau national et international. Alors, comme cela a été dit auparavant, et là je pourrais peut-être poser le cadre du Maroc et ensuite donner l'exemple de ma région pour effectivement écouter les autres panélistes. D'abord, comme vous le savez, à travers la Constitution et la loi organique sur la régionalisation avancée, le rôle des régions en tant que collectivité territoriale est de plus en plus important en ce qui concerne la planification territoriale, mais aussi en ce qui concerne l'exécution des programmes et des projets qui découlent de cette planification territoriale. Et quand on parle de planification territoriale, on parle de planification territoriale d'abord à long terme, avec des programmes et des projets qui en découlent, qui sont plutôt à moyen terme et à court terme. Et bien entendu, le développement durable est le grand titre de ces programmes et de cette planification. Alors, quand on dit ça, je dis aussi que, bien entendu, il y a tout l'arsenal juridique et institutionnel qui nous permet à la fois d'atteindre cette planification, mais aussi d'aller vers l'exécution. Et quand on parle d'exécution, on parle de financement, mais aussi d'exécution et donc de développement de compétences au niveau territorial. Et là, je donnerai l'exemple de la région de Guelmim-Ouadnoun, effectivement, où on a pu, comme l'ensemble des 12 régions marocaines, d'abord prévoir une planification à long terme, avec un certain nombre de programmes qui en découlent, notamment les programmes de développement régionaux, que moi, parfois, j'ai tendance à appeler plans de développement stratégique, parce qu'il s'agit de stratégies régionales à partager avec l'ensemble des collectivités territoriales. Alors, effectivement, ces plans nous donnent un certain nombre de projets sur lesquels on travaille, et on réalise à travers le temps que plusieurs projets sur lesquels nous travaillons concernent directement
le développement durable ou sont en tout cas directement rattachés à la problématique du changement climatique principalement et à l'insistance ou à la résilience sur laquelle on doit travailler tous ensemble, que ce soit l'habitat ou l'agriculture ou tout autre, il y en a plusieurs. Et à partir de là, le vrai sujet, le vrai défi, et je reviens au sujet de ce panel, c'est comment faire en sorte que ces projets qu'on traite indépendamment ou de manière, on va dire, individuelle, qu'on puisse traiter, au lieu de traiter les sujets, aller vers un traitement ou les considérer comme des défis pour trouver des solutions durables à des thématiques bien organisées. Donc là, il y a un sujet de structuration sur lequel on doit travailler et on essaie de travailler avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les partenaires institutionnels au niveau central, notamment le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère des Finances et aussi les départements concernés, ou alors les partenaires publics et privés qui nous accompagnent, nationaux et internationaux, qui nous accompagnent aussi pour le financement d'un certain nombre de projets. Je prends l'exemple de l'eau, sur lequel il y a une feuille de route nationale qui est priorité, qui est parmi les priorités, non seulement parmi les priorités, mais c'est la priorité des priorités aujourd'hui, et dont le déploiement est aussi affecté aux régions en grande partie. Nous avons aujourd'hui des institutions, je pense que c'est assez public, on peut le dire, une institution internationale qui nous accompagne, notamment la BIRD, la Banque européenne pour la recherche et le développement, pour la reconstruction et le développement, qui nous accompagne pour la thématique de l'eau. Bien entendu, il y a le financement qui est permis aujourd'hui à travers les lois marocaines et les décrets qui permettent cette ouverture aux financements nationaux et internationaux publics et privés, mais aussi un accompagnement à travers le renforcement des capacités, à travers le transfert de compétences et à travers une expertise qu'on essaye aussi de développer au niveau local et bien entendu de garder au niveau local. Donc ça, c'est un exemple que je considère important, qui nous permet aussi, qui nous ouvre la porte pour entrer dans des... Aujourd'hui, la région de Guelmim-Ouadnoun est l'une, ou peut-être la première région et la seule région qui fait partie d'un programme international des Green Cities, porté par une banque internationale. Mais on n'a pas que la BIRD, on a aussi d'autres partenaires qui travaillent avec nous. Je salue la présence du fonds du FEC qui est présent avec nous aujourd'hui et qui a accompagné l'ensemble des collectivités territoriales marocaines et qui continue à nous accompagner aujourd'hui et qui développe aussi ces outils et avec lequel on travaille aujourd'hui sur la thématique des routes, notamment des routes rurales. Et quand je dis les routes rurales, elles sont aussi très liées à la préservation des oasis. Parce qu'il y a des représentants ici de certains oasis ici présents, ils le savent très bien. Quand on a un programme de gestion d'oasis, on travaille dans ce programme sur un certain nombre de composantes, notamment les routes qui permettent l'accès, justement, un accès beaucoup plus sécurisé en cas d'incendie et autres. Et donc, il y a effectivement un travail qui se fait, porté par la région, mais pas seulement la région, parce qu'il se fait dans un cadre de partenariat d'ensemble avec, comme j'ai dit, des institutions nationales et internationales, encadré par l'État marocain au niveau central, puisque nos stratégies territoriales tiennent compte, bien entendu, et nos plans et nos programmes territoriaux tiennent compte de la vision d'ensemble et de la vision nationale, mais aussi avec des financements qu'on essaie de mettre en place. Alors, pour parler des financements, comme je l'ai dit aujourd'hui, la loi marocaine permet d'accéder à des financements internationaux. Vous allez me dire quelle est la garantie. Aujourd'hui, je pense que déjà, il y a une confiance qui s'est installée entre le Maroc des territoires et les institutions financières. Pourquoi cette confiance s'installe? Elle s'installe d'abord parce qu'il y a de la visibilité, parce que les collectivités territoriales aujourd'hui offrent de la visibilité et offrent des feuilles de route très claires sur ce qu'on veut faire de nos territoires et offrent surtout une vision sur le développement qu'on veut avoir dans nos territoires. Donc je pense que c'est un point
extrêmement important. Le deuxième point qui permet de renforcer cette confiance, c'est aussi le cadre financier dans lequel on travaille. Si je peux parler des régions, aujourd'hui le financement des régions est très cadré par la loi, donc il dépend, on va dire c'est une équation basée sur les impôts et taxes nationaux mais aussi locaux, mais avec un minimum garanti par l'État marocain. Et donc ça permet de créer cette confiance et c'est là la vraie garantie que nous apportons, et c'est ce qui permet aussi cette expression d'intérêt que nous avons de plus en plus de la part de l'ensemble des institutions financières. Maintenant, le deuxième défi, je parlais du premier défi qui est celui de structurer ces projets liés au changement climatique et liés à l'économie verte et au développement vert en général, au fait, transformer ces projets à des défis de solutions, comment trouver des solutions à des thématiques particulières. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est quel financement et quels moyens de financement, parce qu'il y a une panoplie d'outils de financement dans le monde et de financement vert dans le monde. Et nous savons que nous avons aujourd'hui des projets qui sont très bancables. Mais comment les rendre bancables d'abord ? Et comment accéder à ces financements? Et c'est là la grande question sur laquelle on essaie de travailler. Je pense qu'on va devoir travailler très sérieusement dans les mois et les années à venir. D'abord pour mieux comprendre les outils qui sont sur la table, mais aussi pour imaginer d'autres outils, puisque nous évoluons aussi dans une économie à petite et moyenne échelle dans les régions. Donc on a un ensemble de toutes petites entreprises, de petites et moyennes entreprises et des collectivités qui accompagnent ces jeunes à créer de l'emploi et à créer et aller vers l'entrepreneuriat. Et je pense que là, il y a encore, en tout cas, une très grande marge de manœuvre pour imaginer de nouveaux outils de financement vert, comme des fonds d'investissement régionaux verts. Ça peut être des garanties vertes pour des projets verts ou pour des porteurs d'idées innovantes en matière de développement durable, etc. Donc voilà, je n'ai pas voulu donner plus d'exemples concernant ma région, mais en tout cas, pour résumer, aujourd'hui, il y a des expériences, en tout cas assez concrètes et concluantes au Maroc, dans les régions, dans les territoires, dans les communes, et nous avons encore deux défis, l'un qu'on est en train de relever, le deuxième aussi qu'on est en train de relever, mais je pense qu'il y a encore une bonne marge de manœuvre et surtout de la réflexion et encore une fois, peut-être des propositions à faire dans ce sens. Merci. Thank you for that presentation. And as I introduced you, I talked about the different levels of government, but you also stressed the importance of joined-up government, which is getting agreement across different sectors, which is so often one of the biggest difficulties that we face. Hassan Rahmani is the Secretary General of the Municipal Equipment Fund, FEC, which is a specialized financial institution funding investments in local and regional authorities. And the challenge that we put to Mr. Rahmani is, what concrete measures has the fund implemented to support the sustainable transition of territories in Morocco? Thank you, Chairman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, je vais partager avec vous l'expérience d'une banque institutionnelle publique qui est le Fonds d'équipement communal, les mesures qui ont été entreprises au niveau de cette banque pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui et qui est la transition verte. Un mot de contexte avant de commencer. Le Fonds d'équipement communal accompagne depuis maintenant plus de 65 ans les collectivités territoriales, toutes catégories confondues, comme partenaires techniques et financiers.
En près de 7 décennies, notre métier a profondément changé, il a évolué pour s'adapter, s'acclimater avec son écosystème. L'évolution que nous avons connue au niveau du Royaume du Maroc dans différents secteurs nous a incité, nous a permis, mais dans un sens positif, de s'acclimater, comme je l'ai dit, au contexte et notamment à l'évolution des collectivités territoriales et leur contribution au développement des territoires. Donc le sujet qui nous intéresse, la conviction du Fonds d'équipement communal. Donc nous avons fait des critères et de la durabilité et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc un véritable levier de performance, mais aussi de compétitivité et de résilience des territoires du Royaume du Maroc. Nous l'avons dit, nous l'avons évoqué, c'est le panel précédent, et ici même. Donc l'architecture financière internationale ne se contente plus aujourd'hui de gérer les risques et la stabilité macroéconomique, mais on est en train de gérer désormais et de financer la transition écologique et gérer surtout les risques climatiques. Ça, c'est devenu notre quotidien. Ce n'est plus quelque chose, c'est devenu palpable, c'est quelque chose que nous vivons chaque jour. Madame la présidente de la région de Guelmim l'a bien évoqué, c'est devenu le quotidien de nos citoyens. Donc face à cette mutation et aux attentes croissantes des régulateurs, ne l'oublions pas, puisqu'on est une banque, on est assujetti au même titre que n'importe quelle banque à une réglementation de la Banque centrale. Donc face à la croissance des régulateurs, des collectivités territoriales, le besoin, comme je l'ai dit, qui devient de plus en plus important, qui n'est autre que le besoin des citoyens et des bailleurs de fonds internationaux. Donc le FEC a fait un choix stratégique. Alors le choix stratégique, c'est d'intégrer, on a anticipé sur l'intégration des critères environnementaux et sociaux au cœur de nos opérations, comme un levier, comme je l'ai dit, de conformité, mais aussi de compétitivité et de résilience. Ça a été évoqué au panel avant, la compétitivité des ports, etc. Donc c'est quelque chose, lorsqu'on parle de l'exportation, on est dans la compétitivité, mais ça touche aussi les banques. Lorsqu'on parle de financement, il faut être compétitif. Le comment. Alors le comment, je vais vous donner 3 points essentiels de ce qui a été entrepris au niveau du Fonds d'équipement communal pour bien illustrer mes propos. D'abord et premièrement, une gestion intégrée des risques environnementaux, sociaux et climatiques. Et je souligne le mot intégré parce que c'est très important. Alors nous avons fait de la maîtrise des risques le point de départ de tout financement au niveau de l'institution. Alors notre système de gestion environnementale et sociale, le SGS, donc il englobe bien le système, derrière il y a le mot gouvernance, les risques environnementaux, les risques sociaux et les risques climatiques. Ce système, il est opérationnel depuis maintenant pratiquement plus de 3 ans, donc depuis 2022, intégré dans notre politique globale de gestion des risques. Donc ce n'est autre qu'une composante supplémentaire, je parlais tout à l'heure de conformité, une composante supplémentaire, mais qui a sa valeur, au même titre que n'importe quel risque au niveau d'une banque, et notamment une banque nationale comme la nôtre. Alors concrètement, cela consiste en quoi? Donc les collectivités territoriales qui présentent donc des dossiers de financement au Fonds d'équipement communal. Donc pratiquement pour chaque projet, on procède à un rating et à une évaluation des risques environnementaux et sociaux. Et je donne un chiffre pour illustrer mes propos. 80% des projets financés entre 2022 et 2025 sont classés à des risques faibles et maîtrisables, justement parce que les mesures d'atténuation ont été entreprises avec les collectivités territoriales. Et je souligne bien, c'est avec les collectivités territoriales parce qu'on est dans une logique d'approche de renforcement des capacités et de l'institution, mais aussi des collectivités territoriales pour l'intégration donc, de cette approche de gestion des risques spécifiques. Alors l'objectif, il est clair, c'est d'améliorer
la soutenabilité des projets. La soutenabilité des projets, qu'il s'agisse de ressources hydriques, ça a été évoqué, les ressources naturelles, les déchets, la biodiversité, tout ça, ce sont des éléments essentiels qui constituent donc la durabilité de nos territoires et la vision claire d'opérer avec ce nouveau challenge. Nous évaluons également les risques physiques climatiques, les inondations, la sécheresse, le stress hydrique. Alors ça, on le gère grâce à des outils qui ont été aujourd'hui installés et instaurés avec de l'expertise internationale, donc qui consistent à mettre les outils nécessaires qui permettent d'évaluer les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout projet, donc on fait un indicateur de performance en termes de quantité de CO2 évité, mais aussi de KPI en fait, qui permettent d'évaluer le risque et opportunité. On parle de risque, mais on parle aussi d'opportunité. Lorsque je dis opportunité, par exemple, l'efficacité énergétique, combien de mégawatts-heures économisés pour chaque projet lorsqu'on intègre une composante qui a comme bénéfice climat. Alors, bien sûr, tout ça, ça a été donc englobé dans un tableau de bord et de KPI de performance. J'insiste parce que les indicateurs de performance climatique sont très importants pour comprendre et savoir. Ce matin, on parlait d'intelligence artificielle. Je pense que la data est quelque chose d'important pour les collectivités territoriales et pour une banque comme la nôtre, de manière à prédire derrière donc, cette réflexion de dire quelles sont les mesures entreprises par les collectivités territoriales et par une institution comme la nôtre. Donc il y a la prédiction et je pense en termes d'efficacité, c'est quelque chose de fondamental. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est la gouvernance. La gouvernance et le reporting. Alors la gouvernance toujours renforce, ça a été dit par Madame la Présidente, donc qui renforce la confiance des institutions internationales et des bailleurs de fonds internationaux. Donc la crédibilité d'une banque publique comme la nôtre se joue d'abord dans sa gouvernance, et c'est cette crédibilité qui inspire confiance et permet de mobiliser des financements internationaux à des conditions favorables pour les collectivités territoriales. Alors, s'agissant donc de la gouvernance, nous avons commencé par d'abord se structurer en interne sur le plan organisationnel. Nous avons placé et inscrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la durabilité au plus haut niveau de nos axes stratégiques. Nos orientations en matière de durabilité et de climat sont approuvées par les différentes instances de gouvernance, y compris notre conseil d'administration. Et comme je l'ai dit, nous avons adopté une logique qui est très simple. Nous ne subissons pas la réglementation, nous l'anticipons. Alors je cite à titre d'exemple donc toutes les directives de la Banque centrale, la loi 49-17 et tout ce qui suit. Donc ces indicateurs de performance sont très importants pour piloter donc, les opérations d'une banque comme la nôtre. Troisième et dernier point, c'est les financements. Donc on a mis en place donc, les instruments, la gouvernance. Maintenant, le financement, comment il s'opère? Donc c'est le financement, comme je l'ai dit au début de ma présentation, donc le financement de la transition. Le financement des projets par le Fonds d'équipement communal est toujours en conformité avec tous les documents stratégiques donc des collectivités territoriales, des régions, à savoir les PDR, les programmes nationaux, la réduction de disparités territoriales et sociales. Nous suivons donc nos impacts segment par segment à différents niveaux de collectivités territoriales, communes à caractère urbain ou rural, préfecture, province ou région. Alors, tous ces projets, nous regardons de très près quelles sont leurs contributions effectives au niveau des objectifs de développement durable et nous faisons donc des indicateurs de performance pour savoir quelles contributions réellement cela apporte au niveau des territoires. Donc, je donne un exemple sur la période 2022-2025. Ce sont des dizaines de milliers de tonnes de CO2 évitées pour les projets qu'on avait financés et de centaines de milliers donc, de mégawatts-heures économisés et aussi des centaines de milliers d'habitants qui bénéficient désormais d'infrastructures résilientes. Alors,
juste un chiffre pour illustrer mes propos. La stratégie de pérennisation des ressources, parce que ça c'est important, la mobilisation des ressources au profit des collectivités territoriales. Trois leviers principaux. Donc, le premier levier, c'est le marché bancaire, avec plus de 14 milliards de dirhams mobilisés. Le deuxième levier sur lequel on s'est concentré, c'est le marché obligataire, avec 8 milliards avec le marché obligataire, avec 8 milliards, et le partenariat avec les institutions internationales, 7 milliards de dirhams, et le projet de cofinancement avec la Caisse de dépôt et de gestion pour à peu près la convention, donc pour à peu près un montant de 13 milliards. Concrètement, au niveau des régions, je veux citer les trois dernières lignes pour finir, ne pas vous encombrer avec des chiffres. Les trois dernières lignes de crédit que nous avons financées auprès des régions, donc à savoir la région de Rabat Saleh Netra, Tanger, Tétouan, El-Husseima et Draata Filet pour un montant global de 6 milliards de dirhams. Et un autre chiffre important qui vous donnera une idée sur l'évolution de l'institution en termes de mobilisation de ressources financières à l'international. On est passé de 14 milliards de dirhams en 2015 à plus de 27 milliards aujourd'hui. Je conclus, mesdames et messieurs, pour dire que de toute façon, tout ce qui se fait, c'est la finalité, c'est l'humain, la finalité, c'est les citoyens et l'équité des territoires. Donc, chaque indicateur ESG n'est pas un indicateur en fait, qui n'est pas parlant. En fait, chaque ligne de financement aussi, elle est centrée sur l'humain et tout l'esprit qui nous réunit ici, c'est remettre l'humain au centre de l'action publique parce que sans inclusion ni citoyenneté, il n'y a pas de transformation durable. Je vous remercie. Thank you, Mr. Rahmani. Your conclusion was wonderful. You started off with looking at the importance of the level regulatory field, the mitigation of risks, and you painted a picture of a very complex institutional architecture that's been put together in Morocco. And it's the scaffolding that makes things work. And I always remember from 22 years in the United Nations system of saying something, you won't misunderstand me when I said, it's the dull stuff that makes governments work. It's what you can't see. And you brought it all out in the end by saying, but the focus is really on the human impact. And so we go to one of the regions that you mentioned, to Rachid El Abdi, who's the president of the Rabat Saleh Kenitra region, which is an intermediate level of governance between the national and local levels under Morocco's advanced regionalization model. And the challenge is, what financing recommendations would you put forward for this discussion? Bonjour. Merci tout d'abord de m'avoir invité à participer à ce panel sur les financements en général, l'impact, le territoire. Pour cadrer un peu cette intervention, je fais référence à la lettre royale qui a été lue pendant les assises sur les législations avancées, qui a dit que le territoire reste et restera le levier de développement économique, social au service des populations, et aussi la nouvelle loi organique qui vient d'être votée au niveau du Parlement, qui consolide un peu les moyens de la logistique humaine, financière, au service d'un établissement efficace, transparent pour l'exécution des projets au niveau des territoires. Ceci nous mène à dire qu'aujourd'hui, on vit sur une nouvelle dimension. Une dimension qui intègre le volet environnemental dans toutes les composantes de développement,
territorial, de développement économique, industriel. Donc cette dimension qui doit être présente chez le manager territorial pour pouvoir développer les meilleures politiques et les asseoir de la meilleure manière en conformité avec les nouveaux paramétrages mondiaux. Avoir un bon projet, c'est pas facile. Accéder au financement, c'est aussi pas facile. Les financements sont partout. Donc le problème de financement, ça n'a jamais été une entrave pour le développement. Mais il faut avoir les outils, il faut être capable de développer un projet cohérent, un projet intégré, un projet qui respecte la nouvelle réglementation et la nouvelle vision mondiale pour pouvoir avoir un bon plaidoyer, pour pouvoir aller arracher les moyens là où ils sont disponibles avec l'opportunité qui fait valoir ce projet-là. Donc, sur cette nouvelle architecture financière au service du développement économique, social, qui a un impact direct sur le territoire, et en tant que région, qui est bien sûr un niveau région, gouvernement local, ça dépend des appellations sur tous les continents et les pays. Donc, chez nous au Maroc, la région reste toujours un volet, une institution intermédiaire entre les gouvernements et les territoires, les collectivités territoriales, urbaines, rurales, les conseils provinciaux. Donc, on est présent pratiquement sur une majorité de programmes, sauf que la vision aujourd'hui, avec la régionalisation qui est en train de prendre de la maturité, et les régions avant étaient des partenaires dans des programmes, alors que les régions aujourd'hui sont des porteurs de vision, sont des institutions qui ont une vision territoriale qui commence à prendre de l'importance, vu que les compétences maintenant, les nouvelles compétences qui sont définies, nous rendent responsables directement du quotidien du citoyen sur ce territoire-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette maturité fait à ce qu'on a aujourd'hui un programme assez bien développé, mieux que celui qui était avant, et peut-être moins que celui qui va arriver plus tard. Mais aujourd'hui, avec ce programme-là, on ramène avec nous, et à travers ce programme-là, les départements concernés pour pouvoir prendre parti, en leur donnant l'argumentation nécessaire pour qu'ils soient impliqués intégralement dans ce programme-là, dans toutes ces dimensions, que ce soit financière, que ce soit logistique, que ce soit au niveau de la compétence. Donc, on ramène les partenaires autour d'un même projet. Et je ne veux pas citer directement lequel des projets, parce qu'on travaille sur beaucoup de projets, mais aujourd'hui, cette capacité que commencent à avoir ces institutions régionales font à ce qu'ils sont aujourd'hui à l'avant-page. Ils sont là pour parler d'eux-mêmes, pour parler de leur vision et ramener tout le monde vers ce projet-là. Donc les partenaires sont là. On a nos moyens qui sont propres. Il y a les moyens des partenaires, bien sûr. Il y a les institutions qui aussi, comme le FEC et d'autres institutions qui sont partenaires. Mais aussi, il faut penser dorénavant à d'autres formats de financement. Des financements, je ne parlerai pas des financements innovants, mais il faut aller chercher là où il faut chercher les moyens pour pouvoir réussir ce projet-là et avoir en tête que le partenaire aujourd'hui, ce n'est plus un bailleur de fonds normal. Il faut chercher à impliquer ces institutions dans ces projets-là en prenant aussi les risques nécessaires. Donc, il faut avoir des projets qui sont consistants et ramener ces institutions à un partenariat qui donne aussi de l'expertise, bien sûr, un partenariat qui assume, et un partenariat qui rend le projet intègre, qui lui donne toute sa portance, un projet où tout le monde travaille pour sa réussite. Ce n'est pas seulement l'institution porteuse qui devrait assumer, mais c'est tout l'écosystème. Bien sûr,
l'opportunité doit être de part et d'autre, mais il faut chercher à développer cette surface où tout le monde se trouve, où tout le monde participe pour réussir le projet. Le problème, par exemple, nous sommes penchés aujourd'hui, les régions aujourd'hui ne travaillent plus sur des micro-projets, mais on travaille sur des macro-projets. D'ailleurs, les signatures de contrats qu'on avait signés lors des assises, ils parlent d'eux-mêmes. Ce sont des projets stratégiques concernant l'eau, la mobilité et d'autres volets. L'eau, par exemple, sur la région de Rabat, et là je reviens sur la région de Rabat qui a souffert, par la sécheresse l'année d'avant, par la suite, on a souffert des inondations, et je ne sais pas de quoi on va souffrir dans l'avenir. Les changements climatiques aujourd'hui imposent une nouvelle conduite. Est-ce que nous, aujourd'hui, on va se limiter au transfert de l'eau? Est-ce qu'on va se limiter au dessalement de l'eau de mer? Est-ce qu'on va se limiter au traitement des eaux usées? Est-ce qu'on va se limiter à la création de barrages? Là, je pense qu'il faut changer, il faut avoir une vision plus intelligente du dossier, il faut le voir dans sa globalité, l'eau en général, et il faut mettre les moyens qu'il faut. Pour convaincre les partenaires, ce n'est pas une question qui sera soulevée d'une manière partielle, mais il faut la soulever dans sa globalité avec tous les partenaires qui sont concernés par ce volet-là, que ce soit les départements ministériels, les établissements publics, privés, etc. Et il faut ramener aussi l'expertise nécessaire, l'expertise des partenaires, que ce soit des partenaires qui vont donner leur expertise physique, ou bien aussi de l'expertise avec un soutien financier. C'est là où je vais revenir à l'architecture financière internationale. Aujourd'hui, il faut avoir un bon papier. Il y a beaucoup d'espaces qui sont développés avec les bailleurs de fonds, avec les institutions internationales. Il faut aller vers eux, mais il faut aller vers eux avec un dossier qui a tous ces éléments-là dans leur poids, dans leur vision de moyen terme et de long terme. Je pense que cette maturité, avec les textes qui suivent aujourd'hui, font à ce que les territoires, et surtout les régions, ils sont dans l'obligation de se perfectionner exponentiellement, pas une croissance normale. On doit être muni de ressources humaines capables de suivre cet élan-là. Il faut aussi avoir un élu capable de développer des visions à ce niveau-là. Et il faut avoir aussi la confiance du central, la confiance du partenaire, le département ministériel, le gouvernement. Il faut avoir cette confiance-là pour pouvoir développer des stratégies qui sont convenables. Je pense que le Maroc, il est sur un bon élan. C'est une très bonne expérience qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de construire de jour en jour. Ce n'est pas un modèle qui est importé. C'est un modèle qu'on développe selon nos besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, aller vers les institutions demande une certaine expertise, mais aussi, ces institutions-là doivent s'adapter au territoire. Et c'est là le grand défi. Il ne faut pas traiter tous les territoires de la même manière. Chaque territoire a ses spécificités. L'Afrique, ce n'est pas l'Asie. L'Asie, ce n'est pas l'Europe. Et l'Europe, ce n'est pas l'Amérique centrale. Chaque continent, chaque pays, chaque petit territoire a sa spécificité. Il faut savoir s'adapter de part et d'autre, parce que c'est un effort qui doit être fait de par le territoire et aussi de par ces institutions-là, pour pouvoir trouver le point d'optimisation où tout le monde se retrouve. C'est un exercice qu'on est en train de mener. Je pense que le texte aujourd'hui, il a évolué plus que ce qu'il le faut. On doit aller vers le texte, on doit aller vers nos compétences, on doit les exécuter, on doit les perfectionner. Et aussi, il faut garder dans l'esprit qu'une gestion intelligente des ressources ne fera que faciliter et optimiser le rendement. Aussi sur le domaine industriel et sur la région de Rabat, je reviens sur la région de Rabat, et selon nos compétences, on est chargé du développement économique.
dans son volet de production industrielle et autres. Et sur ce point-là, on est en réflexion permanente pour développer tout l'écosystème de manière à contrôler les inputs selon la réglementation internationale et développer aussi les outputs selon la réglementation internationale. Aujourd'hui, pour exporter, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut se conformer, il faut avoir de l'énergie propre, il faut contrôler ces outputs, il faut avoir de la bonne production pour pouvoir accéder aux marchés internationaux. Parce qu'il y a des barrières tarifaires, non tarifaires, phytosanitaires et d'autres entraves aujourd'hui à l'exportation. On n'a pas le choix. On n'a plus le choix de faire les choses à moitié, donc on doit travailler dans le fond. Ça demande un investissement colossal pour démarrer ce processus, mais il ne faut pas s'arrêter au niveau primaire. Il faut penser au moyen terme et à long terme et s'équiper et se doter des meilleurs outils pour pouvoir être attractif et pour pouvoir ramener les territoires au niveau international. Merci. Ladies and gentlemen, you know you have in front of you a very distinguished panel, so I'm going to ask you to remain with us. We may be 2 or 3 minutes over before the lunch, so we conclude together. We won't have time for a follow-up, but I give advance notice to the Minister. I'm going to invite you to respond to the proposal that Mr. Abdi said, which is that Morocco is on the right path. I want you to confirm that and tell us why. Or not, of course. We now, you made mention to the specificities of particular regions. We now come to Mr. Huru Abru, who's the president of the DRA Tafil Lalat Regional Council, which I'm told has unique natural resource profile. And in that context, we ask, how do you approach the concept and the reality of green growth from the perspective of your region? Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, Madame la présidente de l'Association des présidents des régions, Mesdames et Messieurs, donc avant de parler de la question du concept de la croissance verte et de la finance verte au niveau de la région de Rajabilat, je voudrais simplement vous donner une petite introduction sur cette région. C'est une région qui englobe pratiquement 12% du territoire national. C'est une région à économie déjà verte et c'est une région qui a une population de 1,6 million. C'est une région qui englobe et combine beaucoup de ressources naturelles exceptionnelles. Nous avons le solaire. Actuellement, la plus grande station est opérationnelle au niveau de notre région en Afrique. Nous avons la biodiversité, l'agriculture. Nous produisons 90% de la date marocaine. Nous avons le safran comme produit de terroir et la rose. Nous occupons 100% de la production nationale. Et nous avons d'autres produits de terroir. Mais on doit quand même donner beaucoup d'importance à ces ressources. Et surtout, j'ai oublié de parler de notre ressource, les mines. Au niveau de notre région, nous produisons 50% de la production nationale. Le tourisme, actuellement, on est classé 3e au niveau national comme nombre d'arrivées. Mais dans tout ça, nous avons un grand problème. Le problème de désertification. Nous avons notre montagne qui se dégrade, nous avons le sable qui avance et nous avons un problème d'eau, un stress hydrique
permanent. Donc, devant cette situation, les pouvoirs publics, la région, il a mené une étude de convergence de politique de l'État, de manière à ce qu'on essaye ensemble de faire face à ces problèmes. Dieu merci, actuellement, nous avons tout un programme qui porte sur le développement de l'irrigation, un autre programme sur le développement des oasis, le développement des zones de montagne, des zones du sud, pour éviter l'avancée du sable. Tous ces projets ont été pratiquement portés par la région, la collectivité, les départements de l'État. Mais comment trouver le financement? Pour financer ces projets, l'État seul ne peut pas le faire. Les collectivités non plus. Donc il faut trouver vraiment un mécanisme de financement. Ce qu'on a fait, on a fait appel à l'international et au local, au régional et au national. Pour vous donner un cas concret, pour ne pas rester un peu dans la littérature, je vais passer au concret. Dernièrement, sur un projet de développement de l'irrigation. Ce projet nous a permis de réhabiliter les oasis anciennes par l'amélioration de l'irrigation, le maintien du réseau et le côté social des populations pour améliorer leurs ressources. Et je peux vous dire que c'est un projet intégré qui a touché l'aspect déjà des zones oisiennes traditionnelles existantes pour améliorer leur vie et en même temps l'extension de l'irrigation sur 5000 hectares de palmiers dattiers. Actuellement, les meilleures exploitations de dattes au monde se trouvent sur notre région, la région de Boudnib, avec une technologie très très avancée en matière d'économie d'eau et en matière un petit peu d'écologie. Alors, ce projet d'irrigation, il a en même temps apporté tout un changement social au niveau de notre région. Mais comment nous l'avons financé? Il y avait l'apport de l'État qui a pratiquement, le projet, il a coûté 1 milliard de dirhams. L'État, il a financé 37%, pardon. Le fonds vert, il a financé 27%. Et nous avons fait appel à l'Agence de fonds de développement française qui a financé 42%. Je peux vous dire que ce projet maintenant, la mise en eau a été faite l'année dernière et les populations locales commencent déjà à récolter les retombées de ce projet. Il y a un autre cas. Il n'y a pas que cette... Nous avons notre programme de développement régional qui porte sur 133 projets. Et pratiquement tous les projets, c'est des projets à caractère pratiquement vert. Comment on a financé ce programme? Je remercie le fait qu'ici présents, qui ont financé pratiquement 2 milliards presque de dirhams, 1,7 milliard sur une enveloppe globale du projet qui est de 16 milliards. La région, il a financé 5 milliards. Et il y a 8 milliards qui a été pratiquement financé par la convergence des politiques de l'État. On a essayé à ce que tous les départements ministériels agissent. Maintenant, ce programme, on est en train de le mettre sur les... C'est-à-dire, indirectement, la conclusion que je voulais dire, c'est que le concept de la croissance verte et de la finance verte au niveau de la région de l'Al-Bilal, ce n'est pas un début, on est dans la mise en œuvre. On est dans la mise en œuvre de ces concepts. Nous avons un cas privé
nous avons des déchets de date. Les gens qui ont visité nos oasis, il y a beaucoup de végétaux, des produits qui sont morts, qui totalisent exactement une production de 120 tonnes par an, qui étaient à l'époque jetés ou mis en feu. Maintenant, il y a un travail qui a été fait et qui a donné de très bons résultats, je peux dire d'excellents résultats. Ces déchets, ils seront transformés en éthanol et en engrais vert dans un cadre de partenariat avec un privé, l'État et les agriculteurs. Ça va créer toute une dynamique au niveau des oasis. Des petites sociétés qui vont récolter les déchets, les vendre à cet agrégateur qui va transformer pratiquement ces produits. Donc, les déchets vont devenir une ressource importante au niveau de notre région. Alors, pour conclure, je voudrais remercier nos partenaires financiers et techniques sur la région de Razavilelt. Et actuellement, nous avons des projets importants que nous essayons maintenant de mettre sur place et chercher les bailleurs de fonds pour qu'on puisse atténuer les problèmes de désertification et d'ensablement. Nous sommes dans une région où pratiquement ces phénomènes des défis climatiques et les changements climatiques ont causé beaucoup de problèmes. Et c'est grâce à ce genre de projet, Inch'Allah, notre région va devenir parmi les grandes régions au Maroc qui va vraiment jouer un rôle sur le plan économique et social. Et merci beaucoup. Thank you very much. As we move to the end, we move away from Morocco. And I'd now like to invite Senor Antonio Lucio Gil, who is the president of the National Environment Congress of Spain, to make some comments. And Mr. Gil will speak in Spanish. So I hope you have interpretation or you are fluent in Spanish. Both will work. Muchas gracias. Permítanme hablar, por favor, en español. Querría, antes de nada, agradecer a los organizadores de este Track Tánger Marruecos su amable invitación, especialmente al alcalde de nuestra ciudad de Tánger, que además es el presidente de todas las municipalidades de Marruecos. Y querría felicitar a los colegas de Marruecos por la aguda manera en que han planteado la cuestión. El título de toda esta sesión, Territorios en el corazón de la refundación del desarrollo global, hacia una agenda multilateral post-2030 arraigada en y para la acción local. Brevemente hago una referencia a la organización que represento. Es la Fundación CONAMA. CONAMA significa Congreso Nacional de Medio Ambiente. Hay un evento con este nombre que se celebra desde 1992, cada 2 años, y que es un espacio donde dialogan y existe concertación entre todos los niveles del gobierno nacional, regional, local, con el mundo empresarial grande y pequeño, con sociedad civil, con ONGs, por supuesto, con academia, entre otros. Pero la metodología consiste en que se llega a este congreso después de meses de grupos de trabajo, decenas de grupos de trabajo en las que se integran estos sectores, de manera que el congreso es resultado de todos esos grupos de trabajo respecto a prioridades y enfoques. Además, organizamos cada 2 años un evento similar, pero focalizado solo en la realidad y en la problemática local. Se llama CONAMA Local, y con la misma metodología hacemos algo parecido en el espacio iberoamericano, el Encuentro Iberoamericano de Medio Ambiente.
quiero compartir con ustedes 4 ideas. La primera tiene que ver con Tánger, una ciudad con puerto que ya supo de la época de los fenicios y tuvo conexión con los fenicios. ¿Por qué digo esto? Porque desde los tiempos de los fenicios, hace 4000 años, los barcos, los grandes barcos, se detenían a 4 millas del puerto y era necesario que llegara el práctico del puerto, el piloto del puerto, a introducir en el puerto esos barcos. Solo él tenía y tiene el conocimiento de los vientos, el conocimiento de las profundidades, el conocimiento de las mareas para hacer posible que el barco entrara a puerto. Esta metáfora me parece que es útil cuando hablamos de grandes agendas, de grandes proyectos o de grandes mecanismos de financiación. Solo si tenemos prácticos del puerto podremos implementar esas grandes ambiciones, esos grandes proyectos, esos grandes canales de financiación. No quiero decir que sean personas singulares u organizaciones singulares quienes ejerzan ese papel de práctico del puerto. Más bien estoy pensando en procesos participados locales, que no necesariamente tienen que estar rígidamente formalizados, sino que tiene que ver mucho con las capacidades endógenas y con una capacidad de entenderse y alinearse hasta cierto punto de manera espontánea. La segunda idea es recordar, así es mi experiencia, que hay muchos proyectos que han fracasado precisamente por la falta de contar con ese práctico del puerto comunitario. Podría dar ejemplos en España de fracasos porque no se han conseguido los objetivos o porque directamente ha habido un conflicto al intentar aplicar ciertos proyectos. Podría poner casos también del resto de Europa, tanto del ámbito rural como del ámbito urbano. Pero me parece mucho más interesante hablar de un caso en África. Es un caso tomado el informe del Instituto de Estudios de la Seguridad de la Unión Europea de noviembre del año 2020 y hace referencia a el Sahel, a Mali, Níger, Burkina Faso, y habla ese informe de cómo una serie de programas con financiación internacional que pretendían luchar contra cambio climático, contra la inseguridad de crisis alimentarias y contra la desertificación y, por tanto, prevenir tensiones, lo que sucedió es que las tensiones aumentaron, escaló el conflicto. Comunidades rurales que ya se sentían marginalizadas aún se sintieron más agraviadas, más marginalizadas y fueron captadas por grupos extremistas. No puedo extenderme en este caso, pero me parece especialmente relevante y la referencia está en el boletín de noviembre del 2020 por si alguien quisiera saber más sobre ello. Es un buen ejemplo que quería traer aquí. Tercera idea, la importancia de los aspectos culturales en relación con la pretensión de nuestros objetivos en las agendas de sostenibilidad. Los aspectos culturales quizá no están suficientemente considerados y están relacionados con las dos ideas previas. Si hablamos de biodiversidad en los entornos rurales y hablamos de la propia diversidad o el agua o el territorio o la agricultura o la ganadería, los aspectos, las disciplinas que estudian las dimensiones étnicas y culturales son esenciales. Hago una referencia, por si pudiera ser de interés, del contexto iberoamericano. La Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, viene desarrollando en los últimos años un muy importante aparato de estudios sobre esta cuestión y la relevancia de los aspectos culturales para las agendas internacionales de desarrollo. En el ámbito europeo hay un instrumento muy poco conocido, pero de un potencial enorme, no solo en el contexto europeo, sino seguramente más en el africano, el iberoamericano, que es el Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencia en el año 2000.
Siempre he pensado que con las herramientas muy sencillas, muy básicas e informales del Convenio Europeo del Paisaje, los conflictos del Sahel, al que hacía referencia el informe antes citado, se hubieran mitigado o incluso se hubieran prevenido. Y la cuarta idea, para terminar, pensar o volver la mirada hacia 1992, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Allí, un momento fundacional de casi todo lo que estamos hablando hoy aquí, se aprobó un documento resumen final, se llamó Agenda 21. En él había un capítulo, el capítulo 28, que venía a responder a una visión de que todo lo que se estaba planteando en aquel momento solo se podía conseguir si había una implicación eficaz y real de las comunidades locales y promovió, hizo un llamamiento para que hubiera procesos de gobernanza locales, ligeros, sencillos, que promovieran ello. Desgraciadamente, quien fue más diligente y se puso a trabajar en ello fue Europa. La Carta de Aalborg de 1994 inició un proceso de aplicación de eso que se llamaron Agendas 21 locales. Europa no necesitaba esas metodologías ligeras, sencillas, con un kit de elementos que básicamente era un liderazgo de la autoridad local, consenso de las fuerzas políticas, un diagnóstico objetivo suficiente, un diagnóstico de percepción y prioridades de la población, sistema de indicadores sencillo, realista, practicable y un plan de acción con el que empezar a funcionar y reajustar a la vista de la experiencia, a la vista del aprendizaje compartido, a la vista de la pura práctica. Bien, herramientas no complejas, herramientas no costosas, capaces de desarrollar las capacidades endógenas de cada comunidad. Termino. La inteligencia local representada en esa metáfora del práctico del puerto es imprescindible para poder aplicar y avanzar todos nuestros propósitos de las agendas globales. Pero es mucho más importante que eso. Solo habrá inteligencia en el ámbito global si se inspira en la inteligencia local, en la inteligencia de las comunidades. No hay top-down eficiente sin un previo bottom-up inteligente. Muchísimas gracias. Thank you, Senor Gil, and for focusing on the intelligence of the communities, which provides me with a very welcome introduction to our last speaker, and I thank Mr. Ludini for his patience. Mustafa Ludini is from the Directorate General of Local Authorities, and one of the topics he will address are what are the mechanisms to integrate both urban and rural communities, which are so often left out of these discussions. Mr. Ludini. Salam alaikum, Monsieur le Président Directeur Général, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents, je suis honoré de contribuer modestement dans cette réflexion sur le financement des territoires. Je vais commencer par rappeler certaines choses qu'on se partage tous. C'est que les collectivités territoriales sont, je dirais, le cœur du développement. De toute façon, les objectifs de développement durable sont, je dirais, d'essence territoriaux. Toutes les politiques publiques maintenant sont conçues, je dirais, réalisées, exécutées, suivies par les territoires et pour les territoires. Mais ce développement devrait être de plus en plus durable, résilient, égard à plusieurs éléments. Je rappellerai les instructions royales en la matière, qui a fait ce choix que le Maroc doit élaborer, réaliser un développement qui doit être tout le temps résilient et durable. Je pense aussi aux politiques du ministère de l'Intérieur, aux choix aussi des régions qui sont ici présents avec nous, qui ont conçu leur PDR sur, je dirais, sur un spectre davantage durable. Je pense aussi à la directive de Banque al-Maghrib en 2019 qui a invité toutes les banques et établissements financiers à intégrer l'évaluation environnementale et sociale dans ces mécaniques d'appétence au risque.
Et donc, ces collectivités territoriales, qui sont, je dirais, le cœur du développement, se trouvent confrontées à plusieurs contraintes. Je ne vais pas les citer toutes, mais les plus importantes sont davantage liées aux défis urbanistiques, démographiques, création d'emplois, migration, pauvreté. Mais dernièrement aussi, tout ce qui est changement climatique, on l'a vécu au Maroc depuis 2 années. Pratiquement, on est passé d'une sécheresse extrême pendant 6 ans à une période d'inondation extrême aussi en 2025, qui a fait que les collectivités territoriales ont été impactées frontalement, déjà par une baisse de recettes, je dirais provisoires, liées à la pandémie, mais aussi aux difficultés de collecter des impôts dans des périodes où les populations sont confrontées à des phénomènes extrêmes, mais aussi et surtout à la définition de nouveaux besoins liés à la résilience climatique de le territoire. Donc, face à cette complexité de plus en plus extrême, le ministère, de concert avec les collectivités, a développé plusieurs mécaniques pour permettre aux collectivités de faire face partiellement à ces problématiques. Je pense déjà à la révision des lois organiques qui a permis de clarifier davantage les compétences des collectivités, à renforcer leur présence sur le territoire et à affirmer clairement que le développement territorial, c'est l'apanage des collectivités. Je pense aussi à la réforme de la fiscalité, qui est un processus qui a commencé en 2020, qui a continué en 2025 et qui va se peaufiner, Inch'Allah, très bientôt avec une nouvelle loi qui va entrer en vigueur, on l'espère très bientôt, pour permettre aux collectivités d'avoir plus de marge fiscale pour pouvoir d'ailleurs financer leur territoire. Je pense aussi à la réforme de la loi sur le patrimoine qui devrait permettre aux collectivités d'utiliser ce levier qui a été tout le temps laissé pour compte, qui est le potentiel foncier des collectivités et qui devrait permettre, surtout aux grandes villes, de développer des sources de financement très, très intéressantes. On pense aussi à tout ce qui est mécanisme budgétaire aussi. L'État a mis en place plusieurs fonds qui ont permis de financer pas mal de projets au profit des collectivités. Je citerai le fonds d'accompagnement des réformes sur le transport et je citerai aussi le fonds de financement des projets liés à l'eau, à l'assainissement liquide et solide, le FALSUR, qui sont d'ailleurs des fonds que toutes les collectivités connaissent très bien parce qu'ils ont permis de financer pas mal de projets. Et donc, je dirais de l'autre côté, il faut aussi doter les collectivités de mécaniques et d'outils d'action efficients et durables aussi. Donc là, la politique de formation des cadres, le fait d'outiller les collectivités de membres, de bras armés d'action, je pense au SDL, au SRM, le Société régionale multiservices, mais aussi, et dernièrement, les Sociétés régionales d'exécution des projets, qui sont des outils très modernes et très, je dirais, qui sont conçus sur une vision privée pour permettre aux collectivités d'agir rapidement, efficacement et de façon très optimale pour répondre à leurs besoins. On est convaincu que ces actions qui sont multiples et qui sont appelées à se démultiplier davantage ne sont certainement pas suffisantes. Je citerai là deux chiffres ou 3 chiffres. L'ensemble des recettes des collectivités territoriales, tout confondu, s'établissait à fin 2025 à pratiquement 54 milliards de dirhams, 55 milliards de dirhams, donc pratiquement 5,5 milliards d'euros, à comparer au budget de l'État qui est de 400 milliards de dirhams, à comparer surtout au PIB national. Donc on est à pratiquement, on est loin des 5% du PIB recommandé, on est loin des 90 milliards de dirhams recommandés, donc le chemin est encore long à parcourir. On cite aussi l'effort d'investissement des collectivités consolidées qui est de pratiquement de 20 milliards de dirhams. Donc là aussi, on est loin des 400 milliards de dirhams de montant d'investissement public, État et établissements publics confondus. Donc, on est convaincu on est des acteurs majeurs dans le développement territorial. On n'est pas les seuls, heureusement, mais on a encore un long chemin à parcourir. Donc là, je dirais que ce qu'on attendrait des financements innovants, on en a, je dirais, développé pas mal depuis 2017. Depuis 2017, avec l'élargissement du spectre de financement, comme ça a été cité par Madame la Présidente, on a eu, je dirais, un certain appétit des établissements financiers multilatéraux.
Donc, on a pu financer pas mal de collectivités via des canaux internationaux. Donc, on a plusieurs établissements internationaux qui sont, je dirais, acteurs effectifs sur le territoire national. Je citerai la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque européenne de reconstruction et de développement et la Société financière internationale qui ont pu prêter à des collectivités territoriales nationales, enfin, je dis rarement sous une garantie souveraine, le plus souvent sans garantie souveraine. Pour nous, c'est un gage très fort de la maturité de l'expérience marocaine, mais on est gourmand. On aimerait bien que ces expériences se multiplient. Et je dirais que ce qu'on attend des établissements financiers internationaux, c'est au-delà du financement, comme a dit M. le Président de la région de Rabat, qui est disponible sur le marché, mais surtout de la science technique, de l'accompagnement des régions, des collectivités, des communes et des provinces, pour qu'ils puissent développer des mécanismes de financement qui sont encore plus, je dirais, plus optimaux et surtout plus adaptés à leur territoire. Je pense aussi aux partenariats publics-privés. Et là, on a pu mobiliser pas mal d'expériences pour les zones d'activité économique et industrielle, mais aussi pour les décharges, dernièrement au niveau de Rabat, mais aussi au niveau de Casablanca. Donc, c'est des expériences qui sont pilotes, mais qui sont appelées à se développer par la suite, eu égard surtout à la nature de ces investissements qui sont de plus en plus attractifs pour les partenaires privés. Mais il y a aussi des chemins qu'on n'a pas encore parcourus pour les collectivités territoriales. Je pense à la finance climat. Là, on a une stratégie nationale pour le développement de la finance climat qui a été élaborée en 2025 par le ministère de l'économie et des finances et par Banque al-Maghrib et par l'autorité de régulation des marchés financiers qui définit des objectifs en la matière. On a 2 chantiers qui ont commencé au niveau du ministère de l'économie et des finances de concert avec le ministère de l'Intérieur, mais avec d'autres départements ministériels, l'agriculture et l'équipement. C'est la taxonomie nationale, ce qui permettrait de définir ce qui est un investissement vert, ce qui faciliterait par la suite l'intéressement, je dirais, d'attirer plus de fonds privés. Il y a aussi un chantier qui devrait s'accélérer dans les mois et les années à venir, qui est celui de la tarification carbone. Je dirais que c'est l'un des chemins qui devrait intéresser les partenaires privés et qui devrait ramener plus de fonds au profit des collectivités. Mais il y a aussi des chemins qu'on n'a pas encore, je dirais, empruntés. Je pense particulièrement au crowdfunding, qui est un appel à l'épargne qu'on n'a pas encore expérimenté. Il y a des réflexions avec la Caisse des dépôts de gestion qui est présente avec nous, mais c'est des chemins qu'on n'a pas encore pu concrétiser. Et je pense aussi à l'émission d'obligations vertes, qui est un chemin que le Maroc a entamé, je me dirais, brillamment. On a pu mobiliser jusqu'ici plus de 4 milliards de dirhams en green bond, mais c'est davantage soit des banques, soit des établissements publics. Malheureusement, les collectivités n'ont pas commencé à le faire. On a fait 2 émissions obligataires réussies par les collectivités au niveau d'une commune ou d'une région, mais on n'a pas encore la volumétrie qu'on espère, mais je pense qu'on a les atouts pour le faire. Ce qu'on attend pour faire développer davantage ces mécaniques de financement, je dirais que là, on a 2 attentes. Une famille d'attentes auprès des collectivités et derrière le ministère de l'Intérieur comme instance d'accompagnement et d'orientation. Et là, on devrait travailler, nous, collectivités et ministères, sur l'amélioration des compétences des cadres, sur la gouvernance des projets, sur leur mécanisme de réalisation, d'exécution, de suivi, de conception surtout. Je retiens un mot qui a été cité par Madame et Messieurs les présidents de région, c'est la bancabilité des projets. On doit travailler davantage sur la bancabilité des projets. Mais je dirais que nos attentes sont plus intéressantes, plus conséquentes auprès des bailleurs de fonds. Il faut qu'il y ait plus de connaissance du contexte local, plus d'appréhension des garanties qui sont présentes sur le territoire national. Je parle particulièrement de l'expérience marocaine que je maîtrise partiellement. Mais je dirais qu'on attend des bailleurs de fonds internationaux qu'il y ait plus d'assimilation des risques locaux, qu'ils soient le plus, je dirais, appréhendés comme étant proches des risques souverains, parce qu'il l'est factuellement. On attend aussi des agences de notation qu'ils notent de façon harmonisée les collectivités territoriales. On attend aussi des bailleurs de fonds internationaux qu'ils harmonisent leurs procédures pour qu'on n'ait pas une panoplie d'intervenants avec une panoplie de mécanismes. Juste pour vous donner des chiffres,
on a plus de 80 institutions qui sont soit donateurs, soit prêteurs. C'est énorme pour les collectivités de chercher auprès de ces 80 organismes. On a plus de une centaine de mécanismes de financement des collectivités via ces financements verts ou les financements internationaux, ce qui est énorme aussi pour les collectivités. Et donc, on attend qu'il y ait plus de conformité en matière de procédure entre ces bailleurs, mais également ces mécanismes de financement. On attend surtout qu'il y ait plus de flexibilité de gestion des fonds. Je dirais que messieurs et madame la présidente peuvent en témoigner. Parfois, c'est plus facile de mobiliser un financement que de le réaliser. Par la suite, au moment des décaissements, au moment de réalisation, des reportings, des suivis, c'est là où on se confronte davantage au risque de financement des prêts. On attend aussi qu'il y ait des mécaniques de financement en devise nationale, ou au moins d'accompagner les collectivités pour qu'ils puissent appréhender, je dirais avec beaucoup d'efficience, le risque de change qui est très compliqué à gérer. On attend aussi qu'il y ait plus d'assistance technique pour permettre aux collectivités de mieux préparer des projets bancables. Et donc, je dirais que nos attentes auprès des bailleurs de fonds sont aussi importantes que le volume des besoins de financement des collectivités. Le chemin est encore long à parcourir, mais je pense que depuis 2017, personne n'imaginait qu'on serait là en 2026 avec tout ce qu'on a pu réaliser auprès des banques et des bailleurs de fonds. Personne n'aurait imaginé qu'une collectivité nationale aurait fait une omission obligataire en 2022 ou en 2024. Personne n'aurait imaginé qu'une collectivité territoriale marocaine pourrait par la suite croiser des financements entre le Fonds d'équipement communal et l'AFD et la BIRD et d'autres bailleurs de fonds. Je pense qu'on est content de ce qu'on a pu atteindre dans cette première décennie de relations avancées, mais on est encore, je dirais, on attend encore plus pour les prochaines années, Inch'Allah, surtout avec l'augmentation des transferts financiers à la fois pour les communes et pour les régions. À partir de 2027, Inch'Allah, on aura plus de 20% pour les régions et on imaginerait que ça donnerait plus de capacité d'intervention et surtout plus de confiance auprès des bailleurs de fonds. Donc, j'imagine qu'on a encore un bon chemin à parcourir, mais on est confiant, très confiant, dans les collectivités et dans les acteurs locaux. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Ludini. And ladies and gentlemen, I'm sure you'll agree that 90 minutes is not nearly enough time with a panel like this to deal with a topic as complicated as that. Please join me in thanking this distinguished panel for their insights and their contributions. In closing, before you move, Mr. Safir, I would welcome any reflections that you have, and then I will hand over to Minister Sakuri to make closing comments. Thank you. Il m'échoit l'honneur et le plaisir d'essayer de faire un résumé de ce qui a été dit. Ce ne sera pas très facile d'être exhaustif. Donc, en votre nom à tous, je remercie donc les panélistes et je vous remercie aussi, vous, d'avoir été patient et d'être resté jusqu'à maintenant. Donc, nous avons eu l'ouverture par M. le ministre Skouri, qui a placé le cadre général de notre discussion en posant des questions très pertinentes sur le volet institutionnel à mettre en place, le cadre institutionnel à mettre en place pour gérer la transition verte, aussi sur le modèle de financement à mettre en place entre ressources propres, ressources transférées et ressources d'emprunt pour financer cette transition, et aussi sur la nécessité de développer les capacités internes des ressources humaines dans les collectivités territoriales pour accompagner cette transition verte, tout en pointant du doigt un aspect aussi sensible à suivre, qui est celui de comment faire cohabiter l'adhésion des populations et de l'autre côté, le choix difficile de certains projets qui sont nécessaires, mais qui peuvent heurter ces populations, et donc comment gérer cette transition aussi. Les trois présidents de région ont suivi ensuite chacun pour parler de leur région, des spécificités. C'est vrai que chacun représente ou chacune représente un territoire particulier, mais avec quand même des points communs que ces territoires subissent en matière de changement climatique,
à la fois, bien sûr, les phénomènes climatiques extrêmes, de la sécheresse aux inondations, et comment faire ou comment faire pour financer donc, les projets nécessaires à cette transition. Et aussi, les trois ont appelé à des partenariats, parce qu'au-delà du besoin en financement, ils ont aussi besoin de partenariats à la fois nationaux, avec l'ensemble des départements ministériels et établissements publics au niveau national, mais aussi des partenaires internationaux qui pourraient apporter de la technicité, de l'assistance technique et de la capacitation. Enfin, donc les représentants du FEC et de la Direction des finances locales au niveau du ministère de l'Intérieur nous ont éclairé un peu de l'ensemble des mécanismes qui ont été mis en place dernièrement au niveau du Royaume pour les mettre à la disposition des collectivités territoriales, pour les aider à trouver les financements nécessaires à leurs projets. Et enfin, le représentant du CONAMA espagnol qui, lui, bien sûr, nous a parlé d'un certain nombre de mécanismes européens et internationaux qui sont mis en place, notamment pour l'Afrique et pour les pays du Sahel, mais qui a surtout insisté sur les moyens sur les aspects culturels qu'il faut prendre en compte et l'intelligence locale à prendre en compte dans la définition des projets, parce que sans implications de cette intelligence locale, ces mécanismes internationaux globaux ne peuvent pas réussir. Donc, au terme des interventions et des contributions des différents panélistes, une conviction ressort avec force: la transition verte ne sera pas seulement une transition énergétique, elle sera aussi une transformation profonde dans la manière dont nous finançons le développement. Les contributions aujourd'hui ont montré que les territoires ne sont plus de simples bénéficiaires de financement, ils deviennent progressivement des acteurs centraux de la transformation économique, sociale et environnementale. Nous entrons dans une période charnière, car à l'horizon 2030, une grande partie des objectifs de développement durable, les fameux ODD, vont arriver à échéance, et la communauté internationale devra alors définir un nouvel agenda de développement, un agenda qui devra tirer les enseignements des expériences accumulées au cours de cette dernière décennie, et cet agenda post-2030 devra être davantage territorialisé, parce que c'est dans les territoires que se créent des solutions concrètes, parce que c'est dans les territoires que se mesure l'impact réel des politiques publiques, et c'est aussi dans les territoires que se construit la résilience des sociétés humaines. Dans ce nouvel agenda, la finance internationale devra continuer à évoluer, elle devra devenir plus agile, plus inclusive, plus proche des besoins locaux, plus efficace dans la mobilisation du capital privé, plus respectueuse des cultures locales et plus ambitieuse dans le partage des risques et davantage orientée vers l'impact. Nous aurons besoin ensemble d'une coopération renforcée entre les collectivités territoriales, entre les États, entre les banques de développement et les investisseurs institutionnels et aussi le secteur privé. Nous aurons besoin de davantage de plateformes de co-investissement, davantage de financement mixte, blended finance, davantage de partenariats, c'est un terme qui est beaucoup revenu dans les interventions des présidents de région, et davantage de coopération sud-sud. Mais au-delà des financements, c'est une vision de coopération qu'il est souhaitable de promouvoir. Une coopération fondée sur la confiance, sur le partage des expériences, sur la recherche de solutions concrètes et sur la conviction que le développement durable se construit ensemble. Je souhaite remercier l'ensemble des intervenants de ce panel, dont je fais partie, mais aussi les organisateurs et les participants pour la richesse des échanges. Et je forme le vœu que cette discussion contribue modestement mais concrètement à nourrir les réflexions internationales sur le futur agenda du développement après 2030, un agenda dans lequel les territoires ne seront plus à la périphérie des décisions, ils en seront le cœur. Merci. The Minister has indicated that you should all retire for lunch, and thank you very much for your participation. Thank you. Oh, my pleasure.